Obama et de sa visite en Afrique. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Je voudrais qu'on reprenne avec la question des produits chinois qui étaient particulièrement, qui sont, croit-on, c'est peut-être une contre-vérité, particulièrement adaptés au marché africain. Quelle est la différence si les Américains, cette fois, interviennent commercialement sur le marché africain? Ils interviennent déjà, mais ils n'interviennent pas aussi massivement que les Français l'ont fait. Ouais. Parce que jusqu'à la fin de la guerre froide, jusqu'à ce que le mur de Berlin tombe en 89 et que l'Europe s'ouvre à l'Est, on avait l'impression que l'Afrique était devenue inutile au commerce international, qu'elle était devenue inutile sur la scène diplomatique, tout simplement. Et c'est avec les Chinois qu'on redécouvre l'intérêt pour l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, avec les taux de croissance que l'on a en Afrique, il y a quand même des affaires à faire. Et les Chinois l'ont compris assez tôt. La Tanzanie est le premier pays dans lequel les Chinois se sont investis. Et ils ont élargi cet investissement sur l'Angola, sur l'Algérie, sur de nombreux autres États en Afrique centrale. Et ils sont en train de tirer le gain de cet investissement-là. Aujourd'hui, les Américains viennent en essayant d'avoir une attitude qui n'est plus celle de dire on vous a aidé au moment des indépendances parce que c'était la guerre froide et on jouait une carte qui était importante pour nous, celle de dire on est les partisans de la liberté partout dans le monde, mais après, on vous laisse vous débrouiller. Aujourd'hui, les États-Unis veulent réinvestir. On l'a très bien vu dans les Grands Lacs, avec le Rwanda, avec le Congo. C'est quelque chose de très précis dans l'agenda américain aujourd'hui. Là, il y a une nouveauté, Pierre Wasselet, c'est l'Afrique francophone. Finalement, c'était relativement surprenant que Barack Obama choisisse le Sénégal. Bon, le Sénégal, je pense que c'est une étape avant tout politique, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes au moment de la dernière élection présidentielle. Et tout le monde a été soulagé de voir que ça s'était très bien passé. Apparemment, les Américains sont beaucoup investis et ont essayé de mettre de la pression sur Abdoulaye Wade, le président sortant. Donc je pense que vraiment, le Sénégal, c'était une étape politique, une étape symbolique aussi avec l'île de Gorée. On sait que c'est un symbole de la traite négrière et de l'esclavage. Ça a beaucoup d'importance pour les Afro-Américains, dont Barack Obama fait partie, même si on sait que lui, il est de père kényan et qu'il n'a pas cette histoire de l'esclavage, mais son épouse, en revanche, pour elle, c'est le cas. Donc je pense que c'est une étape essentiellement politique et symbolique. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un passage de cette visite de Barack Obama au Sénégal. C'est une conférence de presse au cours de laquelle il y a eu une passe d'armes à fleur et moucheté en ce qui concerne l'homosexualité. Et vous allez voir la réponse de Macky Sall, donc le président sénégalais. On écoute. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons aboli depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays. Mais soyez rassurés, le Sénégal est un pays vraiment de liberté. Et les homosexuels ne sont pas pourchassés. Pan dans les cordes de Barack Obama. Alors, de deux choses l'une. D'abord, on commence par expliciter. Soit l'homosexualité est pénalisée, et à ce moment-là, elle est donc réprimée, et donc les homosexuels pourchassés, soit elle ne l'est pas. Il y a eu une contradiction là dans le discours de Macky Sall. Oui, Magloire. Alors, il était important, parce que Macky Sall, n'oublions quand même pas, avant qu'il soit élu président, il avait fait une photo qui était une pure invention avec Barack Obama. Donc, il était vraiment important qu'il s'affiche à ses côtés. Là, pour le coup, il l'a en grandeur nature. Personne ne dirait qu'il n'a pas rencontré Obama. Ça fait au moins 2 fois qu'il l'a fait. Donc, c'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a besoin de s'affirmer, d'affirmer son autorité à la fois auprès des Sénégalais, mais également sur la scène internationale, ce que réussissait très bien le président Wade avant lui. Il lui manque une partie du logiciel qui lui fera obtenir cette assurance-là sur le plan diplomatique et qu'il trouve aujourd'hui grâce à ce positionnement très fort sur des thématiques chères à ceux qui l'ont élu, notamment la population musulmane. Ils ne comprendraient pas que Macky Sall dise que l'homosexualité, c'est normal. Mais dans ce cas-là, alors si l'homosexualité est pénalisée au Sénégal, est-ce que là, Macky Sall a essayé de ménager la chèvre et le chou en disant mais on ne les pourchasse pas? Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que Barack Obama, ce qu'on n'a pas vu, c'est que juste avant cette intervention, Barack Obama avait expliqué comment la Cour suprême avait facilité dans certains États l'accession aux droits des homosexuels. Absolument. Et Macky Sall, en fait, a été un peu piégé par le calendrier parce qu'il y a eu cette décision de la Cour suprême en Californie, je crois, juste la veille qui
confirmer des droits pour les homosexuels. Et je crois que c'est une journaliste américaine d'ailleurs qui a posé la question. Et donc Macky Sall était un peu dos au mur parce que effectivement il est aux prises avec cette population qui est quand même assez conservatrice, qui n'est pas prête. Je crois qu'il a raison sur ce point-là. À ce que à ce que l'homosexualité soit totalement visible, etc. Et donc il s'en sort avec cette pirouette. Mais si je peux ajouter quelque chose, sûr. Il faut aussi remarquer qu'on parle là de souveraineté. Il a beaucoup insisté sur le terme de souveraineté parce que, mine de rien, il y a quand même des règles dans un pays. Tant que ce n'est pas un débat qui est parti des instances de la République pour déboucher sur une acceptation, disons, populaire du fait que l'homosexualité, c'est désormais normal. Vous pouvez vous marier, vous pouvez vous afficher, il n'y a pas de problème. C'est difficile pour le président de s'exprimer en disant « je suis pour et je ferai tout pour qu'il en soit ainsi ». Surtout que c'est son premier mandat, ce n'est pas le dernier. Et là, il est certain qu'il a besoin d'être élu. Alors, faut-il s'en réjouir d'ailleurs ou au contraire le déplorer? Non, ce qu'il doit faire, c'est montrer qu'il tient quand même à la souveraineté de son pays. Parce que la prophétie que vous faites, c'est de dire il va tenir tellement bien les rênes de l'État qu'il y restera. Il doit au moins en donner l'impression. Et là, il donne quand même un signal pour les Sénégalais qui ne passera pas inaperçu. C'est celui de dire on va respecter la Constitution et rien que la Constitution. Est-ce qu'il y a une chance pour les États-Unis, j'ai évoqué cela tout à l'heure, est-ce qu'il y a une chance pour les États-Unis de s'implanter de manière plus massive, de façon commerciale, en jouant sur la manière dont les Chinois ont parfois importé de la main-d'œuvre chinoise, ont parfois réduit l'emploi africain à néant. Je pense à des exemples au Mozambique où il y a eu de très fortes déceptions. Est-ce que là, il y a la carte centrale maîtresse de Barack Obama? Et puis en Zambie, surtout, qui est un pays producteur de cuivre où les Chinois ont investi massivement. Et la dernière campagne présidentielle s'est faite essentiellement sur le thème de, justement, la présence chinoise. C'est vrai qu'il commençait à y avoir des critiques de la manière dont les Chinois se comportent dans le continent, surtout dans les pays où ils sont très présents. Ceci dit, je pense qu'il constitue encore une telle aide pour beaucoup de pays. Il y a plein de secteurs dans lesquels eux investissent et où personne d'autre irait. Je pense au pétrole au Niger ou au Tchad. Il n'y a que les Chinois qui acceptent d'aller sur ce type de champ pétrolier. Compte tenu des risques D'abord, ils sont peut-être, parfois ils prennent plus de risques, puis aussi ils ont des coûts qui sont beaucoup plus compétitifs et qui rendent les choses rentables, là où parfois, pour des compagnies occidentales, ça ne serait pas le cas. Alors, la visite d'Obama, donc on disait au Sénégal, elle était essentiellement politique. En Tanzanie, elle est de quelle nature ? En Tanzanie, elle est quand même de rappeler aux Chinois qu'ils ne sont pas les seuls maîtres à bord sur le continent africain. Pendant longtemps, on a eu l'impression que les États-Unis restaient sur le terrain des valeurs, malgré l'AGOA, malgré l'accord qu'il y a eu pour aider à soigner les maladies comme la tuberculose, le sida, le Front américain qui a été fait dans ce sens-là. On avait l'impression que les États-Unis se désintéressaient de l'Afrique. Il y a eu cette idée qu'il fallait, pour l'approvisionnement en pétrole, sortir un peu de la dépendance qu'on avait vis-à-vis du Moyen-Orient en investissant davantage le Golfe de Guinée, mais ce n'est pas suffisant. Donc, au-delà de cela, les États-Unis voudraient vraiment marquer leur présence en dépassant les dimensions à la fois sécuritaires et la dimension idéologique. Et quand ils vont en Tanzanie, c'est une façon de marquer ce coup-là et de dire « nous sommes là, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont également présents en Afrique ». Alors, le voyage de Barack Obama va aussi passer par l'Afrique du Sud qui est totalement focalisée sur le sort de Nelson Mandela et sur la santé de Nelson Mandela. Alors, évidemment, on ne va pas faire de polémique ni de plan sur la comète ici, mais on a remarqué que les communiqués sur la santé de l'ancien président sud-africain avaient varié selon qu'il provenait de la présidence sud-africaine, ou bien de la famille, ou bien de certains membres de la famille. Alors, est-ce qu'il vous semble que, d'abord, qu'il y a des dissensions entre la famille Mandela et la présidence sud-africaine? Déjà, au sein de la famille, tout le monde ne parle pas la même langue. Voilà. Sur l'héritage de
de Nelson Mandela, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a de la déchirure en vue. Après, il y a le rôle très prégnant que l'ANC a eu sur la scène politique durant les années de lutte contre l'apartheid, les premières années de présidence de Mandela entre 1994 et 1999. Et puis après, avec ses successeurs, Thabo Mbeki, et puis aujourd'hui, l'ANC a été le premier parti d'Afrique du Sud. Mais elle est de plus en plus chahutée. Et pas chahutée que de l'extérieur. Il y a de nombreux cadres du parti qui aujourd'hui vont se désolidariser. Certains l'ont déjà fait, mais après la mort, il est certain que beaucoup d'autres encore partiront. Donc il y aura une vraie saignée au sein de l'ANC qui fera que les cartes politiques seront redistribuées en Afrique du Sud. Et ceci peut aussi expliquer quelque part la frilosité qu'ont à la fois les autorités et les membres du parti à annoncer ce qui se passe véritablement dans la santé de Nelson Mandela. Cette fêlure éventuelle de l'ANC, est-ce qu'elle est-elle de nature à profiter à des partis blancs? Je ne pense pas. En fait, il y a un parti qui est le plus important parti de l'opposition qui s'appelle l'Alliance démocratique. Mais en fait qui essaye justement d'éviter d'être vu comme un parti blanc. Parce que pour gagner les élections aujourd'hui en Afrique du Sud et même demain, il faudra à tout prix se détacher de cette image. Donc ils ont promu d'ailleurs pas mal de femmes d'ailleurs, de noires, à des postes stratégiques, pour essayer de casser cette image. Je ne pense pas qu'il y a des élections présidentielles l'année prochaine en Afrique du Sud. Je ne pense pas que l'ANC soit en danger sur ces élections. Peut-être à plus long terme, mais pas à brève échéance. Vous disiez qu'il y a une fêlure au sein de la famille aussi. Quelle est la raison de cette fêlure? C'est sur l'héritage. Mais l'héritage politique, mais y compris financier peut-être? C'est surtout financier, parce que sur le plan politique, aujourd'hui, au devant de la scène, il n'y a pas grand monde venant de la famille de Nelson Mandela. C'est au niveau de l'argent et des biens qu'il a eus que les gens ne sont pas d'accord. Et ils le disent de plus en plus. C'est pas une querelle sourde que l'on essaie d'imaginer. C'est qu'aujourd'hui, la bataille, elle est très clairement médiatique et tout le monde le sait. Et devant les tribunaux. Devant les tribunaux aussi. Oui. C'est-à-dire que donc c'est presque sordide, on peut le dire. Il y a une bataille pour des raisons strictement... On a connu ça avec d'autres grands hommes comme Arafat, par exemple. Quand Arafat est mort, ça a été un long feuilleton. La veuve Arafat, donc sur Arafat, il y avait derrière le magot aussi qui était en toile de fond. Donc il y a aussi, c'est vrai que quand le grand homme est en train de mourir, tout le monde vient à son chevet pour essayer de récupérer soit l'héritage politique, soit effectivement les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc je pense qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire. Enfin, celui d'Arafat me vient à l'esprit comme ça. Hein. Malheureusement, Mandela était un homme probablement exceptionnel, mais ça n'implique pas que sa famille le soit. Justement, oui, c'est pas une communauté qui va justement empêcher de raisonner par l'individu. L'individu est évidemment autonome. Mais Galia Ackerman, vous vouliez réagir sur cette question du partage de l'héritage, peut-être avec l'exemple d'Ariel Sharon, c'est ça? Oh, Ariel Sharon, c'est un exemple extrême parce que il est dans le coma depuis 7 ans et il paraît qu'une des raisons de son maintien en vie est justement le fait que ses fils touchent toutes ses retraites cumulées. Donc il ne s'agit pas justement du partage de l'héritage, mais de profiter du fait qu'il est artificiellement maintenu dans un état végétatif. Oui. Mais vous savez, à propos, pour revenir à Mandela, en tout cas, il y a une communauté assez importante russe maintenant en Afrique du Sud, bien sûr, surtout des spécialistes, des gens qui travaillent là-bas. Et moi, j'ai lu qu'ils craignent beaucoup qu'après le décès de Mandela, et c'est une des raisons peut-être pourquoi on souhaite aussi le maintenir en vie aussi longtemps que possible, même dans l'état dans lequel il se trouve, ils craignent qu'il y ait simplement du désordre politique. Il y a une sorte de cohésion nationale qui est maintenue du fait de la présence de Mandela. J'aimerais justement que quelqu'un peut-être réagisse sur ce point. Justement, est-ce qu'il y a des ferments justement de troubles, de zizanie
qui pourrait voir le jour après la mort de Mandela, sur un plan, on va dire, racial, interracial. Oui, de toute façon, c'est la grande crainte de tout le monde depuis toujours, depuis la fin de l'apartheid. Au moment de son élection, c'est une grande peur qu'ont notamment les Blancs, mais pas seulement. J'étais en reportage il y a encore 2 semaines, il y a tous les Africains étrangers qui sont d'Afrique du Sud, qui sont parfois visés par des accès de xénophobie, qui craignent aussi qu'après Mandela, ils soient aussi visés par des représailles. Moi, j'y crois pas trop. En tout cas, pas dans l'immédiat, pendant ses funérailles ou juste après sa mort. À mon avis, sa mort va être plutôt une occasion de méditer sur son héritage et son message, qui était de réconciliation. Après, à moyen terme, pourquoi pas. En tout cas, il y a des ferments de division. Il y a des hommes politiques issus de l'ANC, comme Julius Malema, par exemple, qui ont des discours très radicaux, qui parlent même d'exproprier les Blancs des grandes fermes, etc., qui le maintiennent encore, mais je ne pense pas qu'on en soit là. Et puis, il faut dire aussi que Mandela, ça fait quand même maintenant 10 ans, plus ou moins, qu'il n'intervient plus du tout dans la politique sud-africaine. Alors, évidemment, il reste symboliquement là. Il s'est prononcé pour Zuma, quand même. Il avait fini par le faire. Oui, c'est sa famille. Hein. En fait, au moment de sa succession, il avait plaidé pour un homme politique qui s'appelle Cyril Ramaphosa, qui est issu du mouvement syndical. Et il n'avait pas eu gain de cause, en fait. C'est Thabo Mbeki qui avait remporté le morceau. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce fameux Cyril Ramaphosa vient juste de revenir dans le jeu. Il a été élu vice-président de l'ANC l'année dernière. Et donc, quelque part, son héritage continue de se perpétuer. Je voudrais juste qu'on termine très rapidement par le pouvoir qu'a le président Zuma pour justement écarter les risques de division et d'affrontement éventuels. Ce pouvoir, il devrait l'avoir déjà pour maintenir la cohérence au sein de l'ANC, parce que tout le monde sait les déboires qu'il a avec la partie jeune de l'ANC. Et puis à côté de ça, ce sur quoi il sera le plus attendu, c'est un chantier que Mandela n'a pas réussi, sur lequel on a beaucoup critiqué, celui de la réforme agraire. Il y a eu le Black Empowerment que Thabo Mbeki a réussi pour la classe élitiste des Noirs. Il y a une bonne classe aujourd'hui qui arrive à siéger dans les conseils d'administration, qui est plutôt très très riche, mais pour le commun des Sud-Africains aujourd'hui, il reste quand même que les ghettos et l'apartheid ne sont pas un si vieux souvenir que ça. On reste quand même dans des zones qui sont très très ghettoisées, où la misère reste quand même très prégnante. Et donc cette question de la réforme agraire se posera avec beaucoup d'acuité à partir de l'élection de l'année prochaine, et surtout après la mort de Mandela. Alors on va justement jeter un coup d'œil sur les médias électroniques avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Et on va parler justement de cette visite de Barack Obama en Afrique du Sud avec un dessin populaire qui est sur les réseaux sociaux en ce moment et qui fait un vrai buzz. Regardez. Alors on découvre ensemble cette image d'un Barack Obama qui est à l'angle d'une rue et qui se demande où sont passés tous les gens qui sont censés l'accueillir. Et de l'autre côté, une rue adjacente où on découvre l'hôpital de Nelson Mandela, où il y a énormément d'élan d'amour, de soutien. En tout cas, ce dessin illustre pas mal les titres qu'on a pu voir cette semaine. Le South China Morning Post, par exemple, évoquait l'ombre de Mandela qui plane sur la visite de Barack Obama. Et puis, il y a aussi un élément qui a marqué les esprits cette semaine. C'est la fille aînée de Nelson Mandela qui s'en est pris assez violemment aux médias étrangers en expliquant qu'ils étaient racistes, que c'était des vautours et qu'ils ne se seraient sans doute pas comportés de la sorte pour une figure politique européenne. Alors ça a marqué pas mal les esprits, mais on a vu aussi cette semaine que beaucoup étaient venus soutenir Mandela de façon parfois étonnante. Du côté de la France, on a vu que Marine Le Pen était venue expliquer que l'apartheid était un système totalement violent et qu'il y a eu des erreurs qui avaient été commises. Elle a même expliqué que son père, Jean-Marie Le Pen, avait voulu rencontrer Nelson Mandela en 2002, mais que Jacques Chirac s'y était opposé. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on a ressorti quelques images
un petit peu dérangeante à l'aube des années 90 où Jean-Marie Le Pen expliquait que Nelson Mandela était un terroriste. Alors, il y a aussi cet terroriste communiste à ses yeux, sans doute. Sans doute. Voilà. Et puis, du côté de rue 89, on évoque le bal des hypocrites pour Mandela, parce que si tout le monde a préparé les mots qu'il faut, les lettres chaleureuses qui sont déjà prêtes à être envoyées dès qu'il le faudra, eh bien, on se rappelle que certains ont soutenu le régime d'apartheid très tard, parfois même jusqu'à la dernière minute. Pierre Aski parle de la France qui, dans les années 70, a aidé l'Afrique du Sud à développer son énergie nucléaire. Donc, clairement, ça a dominé cette semaine d'actualité de façon parfois critique, comme on le voit. Et puis, on va parler d'autre chose maintenant. Oui, on va parler du Tour de France. On va parler du Tour de France. Vous qui a débuté sous le signe de tensions provoquées par les déclarations du septuple, je crois, vainqueur de l'épreuve, Lance Armstrong. Septuple vainqueur déchu, Lance Armstrong, qui a décidé de s'exprimer à la veille du 100e Tour de France. Impossible de gagner le Tour sans se doper. Lance Armstrong qui parle évidemment à un moment clé, puisqu'on est à la veille de ce Tour de France. Alors pour beaucoup d'observateurs, c'est une petite vengeance de la part de celui qui n'a sans doute pas digéré de perdre tous ses titres. Mais en tout cas, ça intervient dans un contexte où le dopage est encore omniprésent. On a parlé de Laurent Jalabert qui se serait dopé en 1999. Et puis, ce Tour de France, on irrite certains. On va découvrir quelques images. Bernard Hinault l'a gagné à 5 reprises. Et il était évidemment un des hommes qui étaient les plus interviewés ces jours-ci. Et il a un petit peu perdu son calme sur l'antenne d'une chaîne d'information continue. On lui parle du dopage, encore du dopage. Et puis, au bout d'un moment, il en a assez. Il finit par quitter le direct. Donc clairement, c'est un Tour de France qui commence avec le dopage qui plane au-dessus, comme malheureusement c'est souvent le cas ces dernières années. Alors ce Tour de France est également instrumentalisé par les opposants au mariage pour tous. Alors ils ont même créé un mouvement pour l'événement, ça s'appelle le Tour de France pour tous. Alors évidemment, on va découvrir aussi quelques images. Ils ont même mis en ligne une petite vidéo, qui est censée nous expliquer ce qui se passera, quelle sera la forme de leur apparition lors du Tour de France. Ils seront parmi le public et ils vont essayer de porter leurs revendications alors qu'on sait que la loi est passée depuis le 18 mai dernier. Alors évidemment, le Tour de France est une vitrine particulièrement intéressante. On sait que l'année dernière, il y avait 11 millions de personnes qui étaient sur les côtés de la route. Il y avait aussi quelques 2500 journalistes, 190 pays et 120 chaînes de télévision. Donc, évidemment, en termes de communication et de médias, c'est incontournable. Alors, en même temps, ils n'ont rien inventé, finalement, ces opposants au mariage pour tous. Ils n'ont clairement... Il y a eu des précédents dans leur manière de manifester au cours du Tour de France. Alors c'est ce qu'explique le site de l'Express. Ils n'ont rien inventé, comme vous le disiez. Se servir des caméras lors du Tour de France, eh bien, ça fait un moment qu'on le fait. Des agriculteurs, des métallos, des parents d'élèves. L'Express qui nous explique que le Tour de France... des personnes qui viennent entrer dans le Tour de France comme ça pour revendiquer, ça fait un moment que ça dure. Dès le début du XXe siècle, on avait des gens qui venaient sur le Tour de France et parfois ça dégénérait, mais là, c'était simplement pour des raisons sportives, parce qu'ils supportaient tel ou tel coureur. Mais à partir des années 50, il y avait des revendications politiques qui se sont faites de plus en plus importantes. On va découvrir quelques images. En 1974, ce sont les agriculteurs qui sont arrivés sur le Tour de France, alors que les premières difficultés économiques commençaient à arriver en France. Ils sont revenus en 1982. Il y a eu les métallos qui sont venus en 1982. Eux, ils ont carrément bloqué le Tour. Les agriculteurs ont jeté des clous sur la route. Et clairement, on s'aperçoit que le Tour de France est déjà devenu un événement où on peut revendiquer de façon massive. Mais attention, entre des métallos qui revendiquent pour sauver leur emploi et un groupe qui revendique contre une loi qui a été votée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils marchent sur des œufs.
On évoque maintenant le chinois le plus détesté d'Internet, c'est ça ? Oui, c'est ça. On en parle sur le site slate.fr. Il s'appelle Fang Binxing et on vient d'apprendre du côté de la Chine qu'il quitte son poste de président des postes et des télécoms de Pékin. Alors cet homme est particulièrement détesté, et en particulier sur ce site Weibo, c'est-à-dire le Twitter chinois, parce que c'est lui qui est l'architecte de la grande muraille numérique qui encercle les internautes chinois. Donc, depuis qu'on a appris qu'il quittait ses fonctions, eh bien, du côté de la Chine, on a eu beaucoup de messages particulièrement virulents parce qu'il s'en va, soi-disant, pour des raisons de santé. Donc, beaucoup lui ont souhaité le pire sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi ceux qui le soupçonnent de partir pour essayer d'améliorer cette fameuse muraille qui empêche les Chinois parfois de faire exploser les frontières numériques. Merci Karim Yayaoui, merci à vous tous d'avoir été présents pour cette édition d'une semaine dans le monde. Merci à vous tous téléspectateurs d'être restés aussi pour cette émission. Merci de votre attention et l'information continue en permanence sur France 24 et nous vous tiendrons au courant évidemment de l'évolution de l'état de santé de Nelson Mandela. Merci infiniment.